Eh bien, bonjour, je m'appelle Pierre Pironnet. J'aimerais vous parler d'un thème sur la gestion du stress, comment aujourd'hui faire face aux situations de stress, de tension, ça peut être dans la famille, mais aussi dans le milieu professionnel. En même temps, je vous invite à aller découvrir en dessous, vous aurez d'autres formations dans lesquelles je vais un peu plus loin, par exemple sur comment fonctionne notre mécanique mentale, émotionnelle, quels sont souvent les objectifs qui font qu'on avance, qu'on répond à des besoins, quels sont les moyens qu'on met en place pour y arriver, quels sont les systèmes par lesquels on évolue, des fois des systèmes où on n'a pas forcément conscience, et puis tout d'un coup on prend conscience, et puis on arrive à des phénomènes d'apprentissage, comment gérer les situations relationnelles, on verra des choses théoriques mais aussi pratiques, et puis enfin comment et dans quelle attitude on peut se retrouver quand on n'est pas en confiance en soi, quand on est en manque de confiance, au contraire quand on est trop énervé. Et puis enfin, je vous montrerai un peu comment observer tout cela avec de la distance. Et tout ça, vous l'aurez dans deux formations que vous aurez juste en dessous, sans oublier évidemment des pratiques corporelles, des pratiques où je vous propose d'expérimenter des vraies techniques que je fais, que j'anime à travers mon métier qui est formateur dans l'accompagnement du bien-être. Je rappelle que j'ai un parcours un peu dans les arts martiaux, mais aussi à travers l'école de relaxation biodynamique que j'accompagne et que je développe. Et vous verrez dans ces techniques que si vous les mettez vraiment en place, à partir du moment où vous avez des vraies situations de stress, en passant à l'intérieur du corps, vous pouvez vraiment gérer cela en toute profondeur. Et puis enfin et surtout, vous aurez la possibilité d'écouter des vrais professionnels que j'ai été rencontrer. Certains m'ont demandé du temps et avec eux, j'ai posé un certain nombre de questions. Et autour de ces questions, vous verrez que selon les personnes que j'ai rencontrées, à la fois elles n'ont pas les mêmes réponses et pourtant elles disent la même chose et des fois dans des discours différents. Donc je suis sûr que si vous écoutez véritablement l'ensemble de tout cela, vous aurez beaucoup à apprendre. Alors évidemment, c'est une formation que je trouve unique parce que je n'ai pas trouvé aujourd'hui à ce jour sur Internet un programme qui rassemblait autant de professionnels et qui, pour le prix que vous avez payé, vous permet d'avoir autant de réponses. J'ai choisi Béatrice Fornari qui va m'aider un petit peu à répondre à ces questions. Alors évidemment, je vais m'intéresser à ce qu'elle vous dit, puis ensuite je vais vous dire ce que moi je ressens. Béatrice Fornari, qui est une spécialiste, une professionnelle, une coach, une personne qui intervient dans le domaine de la formation, particulièrement sur tout ce qui concerne la gestion des états émotionnels. Et j'ai trouvé intéressant ce soir de l'interroger sur un certain nombre de questions qui probablement vont vous intéresser. Alors bonsoir Béatrice. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Pierre. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais très rapidement, de façon à pouvoir rentrer dans le vif du sujet? Alors, avec plaisir. Moi, depuis quelques années, je suis coach en intelligence émotionnelle, exactement comme tu l'as dit. Donc, je travaille sur le système émotionnel des personnes pour leur permettre d'identifier ce qui se passe en eux, de mieux le comprendre et donc de mieux le gérer pour, au bout du bout, se sentir mieux. Alors, je n'irai pas jusqu'au bien-être, mais en tout cas, dans le mieux-être. Et puis, je fais des séances de coaching individuelles et collectives. Et quand elles sont collectives, c'est vrai que ça ressemble plus à ce que tu as appelé de la formation, des ateliers. Et donc là, vraiment, on pratique, on fait des jeux, voilà. Ça, c'est mon cœur de métier. Mais c'est d'ailleurs mon cœur de passion, les émotions. Parce qu'on en vit tous, quel que soit notre âge. C'est ce qui nous constitue. Donc, j'en ai fait mon métier. Voilà. Alors, Béatrice, pour aller un petit peu dans le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, je voudrais répondre et permettre à ceux qui nous écoutent de répondre à différentes questions qui me paraissent les plus importantes aujourd'hui dans la gestion de l'agressivité, notamment dans le milieu familial. Alors aujourd'hui, on est un petit peu dans un contexte où les gens sont un peu confinés chez eux. Les entreprises sont, je dirais, un petit peu dans le stress, de la peur de est-ce que je vais tenir, est-ce que je ne vais pas tenir, qu'est-ce que je vais devenir demain. Et donc tout ça génère une certaine pression et on sent quand même une sorte
de situations un peu difficiles, traumatiques. Par rapport à ça, comment aujourd'hui, de ton point de vue, on peut éviter ou comment on peut éviter eh bien, de rentrer dans des états de stress qui nous mettent parfois dans des situations un petit peu de violence, voire d'agressivité. Et comment, de ton point de vue, dans le cadre, par exemple, de la famille, dans le cadre de l'éducation, tu pourrais nous apporter des choses intéressantes sur ces points? Alors déjà, effectivement, la première chose à faire, c'est que, ce dont il faut prendre conscience, c'est que l'état de stress, c'est comme s'il montait les marches de l'escalier. Donc, quand on a des comportements qui débordent, qui nous submergent, comme la violence, les comportements agressifs, que ce soit de l'agressivité verbale, physique, psychologique, peu importe, c'est que déjà, on est monté jusqu'en haut de l'escalier. Autrement dit, la première chose à laquelle j'inviterais les personnes, et quand on travaille sur la gestion des émotions, c'est ce que l'on fait, c'est d'identifier qu'on est en train de monter l'escalier. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des jours qui passent, il y a de plus en plus de choses qui nous agacent, il y a de plus en plus de choses qui nous irritent, ou à l'inverse, il y a de plus en plus de choses qui nous découragent et qui nous démoralisent. Là, on tombe plutôt vers la déprime et la basse énergie, mais ça peut donner des résultats similaires. Donc, si j'avais un point déjà à poser, ce serait ça. C'est-à-dire que le point de non-retour dans l'agressivité et dans la violence se situe en haut de l'escalier. Mais il y a tout le long de l'escalier pour s'apercevoir qu'on est dans cet état-là avant d'arriver à des actions voilà, qu'on Donc regrette la parfois. question intéressante à travers ce que tu dis, si j'ai bien compris, c'est vraiment réidentifier un petit peu là où on va, comment ça se passe, Mhm, quelles sont les étapes, et mhm. surtout être conscient des différentes étapes de façon à, je dirais, monter un petit peu en haut de l'échelle, mais en ayant conscience des étapes et surtout de se dire, bah tiens, comment à chaque étape je vais retrouver ou gérer cette situation? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on ne peut pas passer d'un comportement, par exemple, agressif, quand on est dans des situations un peu spéciales, à un comportement calme d'un coup. C'est impossible. Ou alors, si ces yo-yo-là, ils arrivent d'un coup, ces fluctuations émotionnelles de très très haut et de très très bas, eh bien, on sait que ça va se répéter continuellement. Et plus ça se répète, et plus on le vit. Donc, c'est ce que tu dis, c'est exactement ça. Prendre conscience que, tiens, aujourd'hui, on s'est énervé 3 fois, hier, c'était 2 fois. Le lendemain, peut-être, on va s'énerver à nouveau 3 fois ou peut-être 4 fois. Et en fait, ça, c'est la première prise de conscience à avoir quand on veut calmer un comportement. Il faut d'abord calmer son état émotionnel. Alors, c'est très intéressant parce que pour ceux qui suivent cette vidéo et qui voudraient suivre les informations que je donne dans la page en dessous, eh bien, effectivement, je vous accompagne également sur tout un espace évolutif qui vous permet justement de comprendre un petit peu les différentes étapes par lesquelles on passe, que ce soit dans notre manière de comprendre, de ressentir, dans notre manière de communiquer, de percevoir, d'agir sur nous-mêmes et puis aussi de percevoir un peu comment les choses se mettent en place en fonction des orientations qu'on se donne. Alors, comme on est un petit peu dans les questions, aujourd'hui, est-ce qu'il faut absolument éviter le conflit quand on est en famille ou Mhm. pas? Est-ce qu'il faut se lâcher? Quels sont, toi qui as été une spécialiste, qui a intervenu beaucoup dans le monde de l'éducation nationale, de ton point de vue, comment il faut gérer ça? Est-ce que il faut exprimer les choses librement? Quels sont tes conseils suite à cette question? Alors, les conseils que je vais poser là en quelques minutes, ils pourront paraître très théoriques, mais sachez qu'il y a des vrais outils à mettre en place et pour arriver à ça. C'est-à-dire que oui, bien sûr, la question est-ce qu'il faut exprimer, je dis oui, et il faut être vigilant à la forme, à la manière dont on exprime les choses. Parce que de toute façon, si on a des choses comme les appels des enfants, j'ai beaucoup vécu avec les enfants dans mon métier d'enseignante, eux ils disent ça c'est tout pourri. Ok, tant qu'on a des choses toutes pourries en nous, des états émotionnels défavorables pour nous, inconfortables, qui nous mettent dans des états pas possibles, il n'y a rien d'autre qui peut rentrer en nous. Autrement dit, si on veut faire rentrer du calme, si on veut faire rentrer de la joie, si on veut faire rentrer de la détente, il faut qu'on libère un espace.
Donc oui, la libération est obligatoire. Elle peut être physique, elle peut être verbale, elle peut prendre tout un tas de formes. Et le mieux, c'est qu'elle prenne tout un tas de formes. Et j'en reviens à mon idée d'escalier. Il est certain que si on libère quelque chose qu'on a en nous, qui n'est pas bon pour nous, et on le sent là, on sent que ça monte. Si on libère quand on est sur la 3e marche de l'escalier, ou si on libère quand on est sur la 17e marche de l'escalier, on ne va pas le libérer pareil. Donc, le fond, oui, il est évident qu'il faut le lâcher, l'exprimer, le faire sortir. Émotion, c'est ex movere, c'est le mouvement vers l'extérieur. Sauf qu'il faut être vigilant et prêter attention à la forme que l'on va prendre pour libérer et exprimer ce trop-plein qu'on a en nous, parce que sans cela, on l'envoie sur des personnes qui n'ont rien demandé, mais qui le prennent évidemment pour elles ou contre elles dans leurs interprétations, parce que la situation entraîne ce schéma-là. Super. Alors, je voudrais rappeler que dans une vidéo qu'on verra, que vous verrez en dessous, je vais proposer donc à Béatrice d'aller un petit peu plus loin dans cette perception des choses. Mais toi, Béatrice, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que font aujourd'hui les professionnels? À quoi, de ton point de vue, ils sont le plus attentifs? Les professionnels de… Alors, les professionnels qui C'est-à-dire… aujourd'hui gèrent des situations, ça peut être des gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation nationale, des profs, enfin des professionnels qui gèrent des groupes, des enfants. Comment, de ton point de vue, euh, comment ou qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Quelles sont les 2 ou 3 clés qu'ils donnent pour éviter ou peut-être pour mieux gérer cette situation de conflit? Alors, ce que je sais déjà, je vais parler de ce que je sais, puisque j'ai eu un poste dans la formation à la direction académique de Lyon pendant quelques années. Donc, j'ai fait aussi de la formation d'adultes. Et ce qui est certain, c'est que les enseignants, à l'heure actuelle, malgré les quelques heures qu'on peut leur octroyer en communication non violente ou autre, ne sont pas formés dans les principes de formation de base, en formation initiale, à la gestion de groupe. C'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire qu'ils font du management toute la journée, avec les enfants et les professeurs avec différentes classes même. Et dans le premier degré, on fait du management avec les collègues, avec les parents, enfin avec tous ces gens-là. On a beaucoup d'humains à gérer et donc beaucoup de relationnels et donc beaucoup d'émotionnels, mais on ne nous apprend jamais comment faire. Alors fort heureusement, il y a tout un tas de professionnels de l'enseignement qui vont glaner des petites informations à droite à gauche. Et par exemple, moi j'ai régulièrement vu dans les classes, à tous les niveaux, un système qui s'appelle, comme un petit rituel, la météo des émotions. Et donc, ça, ce sont des professionnels, des enseignants qui s'enquièrent de savoir comment se sentent les enfants, par exemple, avant de commencer un exercice de maths ou quand ils rentrent dans la classe le matin ou quand ils reviennent de la cantine. Et ça, ce sont des petites choses qui sont des trésors parce que ça permet à l'enfant de poser ce qu'il avait là. Alors, il y a tout un tas d'outils. Ça peut être un mot, ça peut être un smiley, ça peut être tout un tas de choses comme ça qu'on met à la disposition des enfants, même des ados au collège ou au lycée, et qui leur permettent de lâcher quelque chose d'une manière tout à fait calme et tranquille sur un papier, sur le tableau, etc. et qui permet ensuite de commencer le cours ou de continuer le cours ou de commencer une évaluation dans des dispositions émotionnelles différentes. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup vues dans les classes et qui commencent à se déployer énormément, par exemple. Alors, je te remercie beaucoup parce que c'est des questions qu'on va débattre sur des sujets un peu plus profonds, un peu plus amenés, notamment dans les situations qu'on verra juste après. Simplement, aujourd'hui, la situation de conflit entre les parents et les enfants, elle est importante, mais aussi des fois dans les couples. Alors, justement, par rapport à la question de la communication dans le couple, comment toi, tu aborderais ça à la fois dans ce que tu connais au niveau de la gestion des états émotionnels? Donc, je ne vais pas revenir sur la première marche de l'escalier ou la deuxième ou la troisième, mais en tout cas, très important d'être à l'écoute de notre système émotionnel et de savoir quand est-ce que l'on se sent plutôt bien et quand est-ce que l'on se sent plutôt moins bien. Et si les situations du plutôt bien se répètent et puis deviennent automatisées, avoir quand même conscience de avec qui on est,
dans quel contexte, de quoi on parle, etc. Ça s'appelle ce que j'appellerais moi, dans la gestion des émotions, des stratégies gagnantes. C'est-à-dire que je sais que je me sens bien, que mon système émotionnel est plutôt positif quand je suis avec des personnes, quand j'appelle un ami, quand je retrouve mon chéri le soir, quand, vous voyez, et donc, tu vois, et ça, c'est super important. Et de la même manière, de l'autre côté, quand je me sens moins bien, c'est quand, c'est où, c'est comment, c'est avec qui. Ça pose les choses. Parce que quand il va y avoir du coup le conflit, on sait qu'on a des leviers, on sait qu'on a des éléments très précis et pragmatiques qui nous permettent, si on le veut bien et si on s'est entraîné, de changer l'état émotionnel. Ça va pas se faire tout de suite, hein. On peut pas le faire en 30 secondes, mais on a quand même des outils à notre disposition qui vont permettre de le faire. Alors, justement, dans la situation du couple, Ouais. euh, il y a les parents qui sont là, ça fait 2, 3 jours qu'ils sont là, qui sont confinés. L'un doit travailler parce qu'il est sur son ordinateur avec l'entreprise, l'autre doit donner des cours à l'enfant. Au bout d'un moment, il y a quand même des retenues, des pressions. Et puis, du coup, quelle solution est vraiment importante? Est-ce que les personnes doivent garder leur émotion? Est-ce qu'ils doivent l'écrire quelque part? Est-ce qu'il y a une manière d'apporter la façon d'en parler? Quels sont les 2 ou 3 petits conseils comme ça que tu peux donner pour ces couples qui aujourd'hui ont du mal peut-être à gérer leur émotion, voire à l'inhiber? Exactement, tu as tout à fait raison, surtout que la vie en communauté, la vie dans une famille, dans un même lieu, et même si nous sommes dans une maison, on nous a jamais appris ça. Donc, on ne nous a jamais appris à quiconque à vivre ensemble. Jamais. Autrement dit, on a chacun nos valeurs et chacun nos besoins. Et quand on change nos habitudes, eh bien, il faut qu'on adapte nos nouvelles habitudes à nos valeurs et nos besoins. Donc, la première chose que je conseillerais aux personnes pour pouvoir lâcher ce qu'elles ont de trop quand elles sentent que ça monte, c'est la distance. Même s'il n'y a que 2 pièces dans l'appartement ou etc., c'est prendre de la distance parce que quand notre émotionnel il commence à s'en aller vers du côté du côté un peu négatif, où on commence à être comme ça, là, on est déstabilisé et on sent, comme on dit, que la mayonnaise, elle monte ou qu'elle tourne, il faut prendre de la distance parce que le champ énergétique qu'on déploie dans notre communication non verbale, il a toujours un pas d'avance sur ce qui se passe en nous. Autrement dit, les autres sentent quand on est en colère ou quand on ne se sent pas bien de manière inconsciente. Et nos inconscients se parlent beaucoup plus vite que nos conscients. Donc, quand on sent que ça va pas bien, la première chose à faire, c'est se poser et dire c'est OK, il faut que là, je parte un petit moment. Peu importe pourquoi, je vais prendre l'air ou je vais me poser un moment parce que là, je sens que ça monte et ça va plus être possible pour moi. Il faut vraiment dire, faut pas partir d'un coup, sans ça la personne qui est à côté de nous ou les personnes, si ce sont les enfants, ils peuvent croire qu'on les aime plus ou que d'un seul coup, on les abandonne. Donc, il faut dire, je reviens, je vais revenir dans 5 ou 10 minutes. Là, j'ai besoin d'un moment tranquille parce que sinon, je sens que je vais vraiment m'énerver parce que là, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc, je vais revenir dans un moment et là, on pourra parler différemment si tu es OK. Mais on prend de la distance. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ça me renvoie aussi à une expérience que je montre un peu plus loin, c'est cette notion de dissociation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis pas en compréhension avec une personne, je peux juste l'accepter dans sa différence, c'est-à-dire dans son image du monde, dans sa représentation, et dire, ben, moi, j'accepte la différence de l'autre pendant un moment, je prends la distance et j'apprends à gérer peut-être par la respiration. En tout cas, je prends du recul pour ne pas me Mhm. laisser emporter. Maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est justement par rapport à l'enfant, quelle est la place de l'enfant dans ces situations de conflit? Je sais que toi, dans le domaine de l'éducation, tu as accompagné beaucoup d'enfants avec des fois des parents qui peut-être ne s'entendaient pas, qui étaient en instance de Mhm. divorce ou autre, et qui étaient dans ces situations de conflit. Et donc, la vraie question que je voudrais te poser maintenant, c'est, de ton point de vue, quelle est la place de l'enfant dans ces situations de conflit? À quoi faut être vigilant? Il faut être vigilant aux liens. Et quand je dis aux liens, c'est
avec un X à O et avec un S à lien, c'est-à-dire au lien affectif, au lien matériel, au lien relationnel. Parce que l'enfant, l'enfant, il aime les deux parents et il les aime pareil. Et le conflit, il ne le comprend pas mentalement. En revanche, tout ce qu'il vit de ce conflit-là, c'est émotionnel. Donc, les mots, il ne va pas les retenir. Par contre, il va recevoir des tas de vibrations négatives qui vont le bousculer émotionnellement. Et là, il y a plein de choses qui peuvent se passer en lui. Il peut se sentir coupable de la dispute. Donc, il peut se sentir en faute. Et même si on ne lui a jamais rien dit à lui, il est juste là en observateur. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans sa tête. Et il peut se dire, c'est à cause de moi que papa et maman se disputent parce qu'on ne lui explique pas ce qui se passe. Il peut aussi se sentir honteux de dire bah, je ne suis pas quelqu'un d'assez aimable pour pouvoir maintenir la paix dans la maison. Mais c'est pareil, il est absolument incapable de conscientiser ça. Et puis, au-delà de ces schémas qui sont à un certain niveau, il y a d'autres schémas qui peuvent se mettre en place et qui vont toucher des peurs. Et par exemple, ces conflits-là peuvent lui faire peur d'être abandonné, d'être rejeté. Parce qu'il se dit, si papa et maman se disputent comme ça, il peut y avoir séparation. Peut-être qu'ils ne s'aiment plus. Mais s'ils ne s'aiment plus, ils vont peut-être plus m'aimer moi, puisque je suis le lien entre les deux. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention au lien. Et donc, rassurer l'enfant à un moment donné, peut-être lui dire, bah, écoute, Nicolas, va dans ta chambre. En fait, là, avec papa, on n'est pas du tout d'accord sur quelque chose. Alors, ça crie un petit peu fort, mais moi, je t'aime. Et il faut pas que la personne dise « nous, on t'aime avec papa ». Non, moi, maman, je t'aime. Et il faut que l'enfant, il entende « moi, papa, je t'aime ». Parce que ce qui est très important chez l'enfant, dans la construction de son individualité, c'est qu'il entende le « je ». Donc, maman, elle ne parle pas pour papa et papa ne parle pas pour maman. Chacune des personnes dans la relation parle du « je ». Et donc, c'est ce que je conseillerais parce que l'enfant, il peut tout prendre pour lui si on ne lui explique pas parce que mentalement, il est dans l'incapacité de comprendre ce qui se passe exactement. Non pas parce qu'il n'est pas intelligent, quel que soit son âge, mais parce que son émotionnel déborde et envahit tout. Donc, comme son émotionnel prend toute la place, il n'y a rien d'intellectuel, de mental qui peut rentrer. Donc, il faut vraiment bien lui expliquer et le laisser, le garder, lui, en sécurité. Alors, je te remercie d'apporter ça. Je sais qu'à un moment donné, dans les intervenants que j'ai proposés dans le document qui se trouve en dessous, tu amènes énormément de choses autour de ça. Simplement, aujourd'hui, le conflit, ça peut être aussi la peur de l'échec de l'enfant. Peut-être parce que les parents n'ont pas la même vision éducative, etc. Et par rapport à cette question, en deux mots, mais vraiment de manière très simplifiée, comment toi, tu invites les gens à se positionner par rapport à cette peur de l'échec, et notamment chez les enfants? Peur de l'échec, par exemple, scolaire. Oui. Ok. Ça, c'est une des choses les plus difficiles à équilibrer dans un couple parce que ça veut dire que les parents en ont parlé avant que ça n'arrive. Et ça veut dire qu'ils se sont expliqués leur vision des choses et comme ils n'ont pas la même culture, la même éducation, les mêmes études, les mêmes expériences professionnelles, le même cercle social et tout ça, ça engendre beaucoup de paramètres qui peuvent se mettre tac, 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 en confrontation comme ça. Le truc, c'est que c'est souvent vérifié dans les familles. On commence à parler de l'échec quand l'enfant est en échec. Donc, il y a quelques chances, à peu près un quart de chance que les parents soient d'accord et du coup aillent dans le même sens. Et c'est assez facile dans ce cadre-là de trouver des solutions pour permettre à l'enfant d'aller mieux et de voir l'échec différemment de ce qui peut être vu. Et puis, il y a toutes les autres solutions, les à peu près 75% qui restent, où l'échec n'est pas vu de la même manière. Donc là, en général, moi, ce que je conseille aux parents, c'est d'aller voir soit une ou un thérapeute, ça peut être un psychologue, ça peut être n'importe quel thérapeute qui pourrait travailler sur ce principe de l'échec et donc les parents, comment ça résonne, ça peut être aussi du coaching, ok, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux parents participent à ces réunions-là, à ces rendez-vous-là,
s'ils ne sont pas d'accord, parce que la troisième personne, la tierce personne, leur sert de médiateur pour qu'ils puissent s'écouter et pour qu'ils puissent trouver des solutions pour leur enfant en échec. Et en général, l'enfant, au début, il ne faut pas qu'il soit là. Parce que ça, c'est un truc d'adulte et ils vont d'abord se positionner, ils vont d'abord poser un cadre, les adultes, le cadre dans lequel le papa et la maman pourront naviguer en toute liberté et ensuite, ils pourront transmettre le message à l'enfant. Le but n'étant pas obligatoirement que les parents se mettent d'accord. Alors justement, par rapport à cette question, je dirais de la peur de l'échec, il y a aussi tout ce qui concerne la place de l'autorité, la place Mhm. du cadre dans l'éducation, c'est-à-dire quelle est l'autorité qui est à prendre, sachant qu'il y a aussi l'autorité du cadre de l'éducation euh, de l'enfant, et donc comment les parents doivent se positionner dans, je dirais, dans ce cadre autoritaire, sachant évidemment que ces choses-là ne sont pas toujours évidentes quand on est déjà dans du conflit. Mm. Exactement. Alors, le cadre de l'autorité, ça c'est pareil en fait. Plus on anticipe et moins on a de problèmes après. On le sait très bien, c'est comme dans la gestion de projet. Donc, l'autorité, elle est définie pour chaque personne d'une manière différente parce que chacun d'entre nous, on a un rapport différent à l'autorité. Et ça, quand on devient parent, on le découvre et on ne le savait peut-être pas avant. On n'avait pas pointé quel rapport on a à l'autorité. Alors, si là, il y a des parents qui m'écoutent, leurs enfants sont petits ou pas, je leur propose de pointer déjà, tiens, moi, quel rapport j'ai à l'autorité, moi, étant grand. Est-ce que quand mon chef me dit quelque chose, ou peut-être c'est moi le chef, comment je perçois cette relation d'autorité? Ensuite, qu'est-ce que je fais de ça envers mon enfant? Est-ce qu'il y a un cadre à la maison? Alors moi, voilà un petit outil que je donne aux parents. À la maison, il faut qu'il y ait des règles, évidemment, qui soient établies par les parents et les enfants. Il y a peut-être des règles établies que par les parents, parce que c'est leur manière d'éduquer. Et puis, l'enfant, il peut aussi proposer une ou deux règles, mais surtout, si on veut que le principe d'autorité soit équitable et le plus juste possible, en face de chaque règle, il y a une sanction. Autrement dit, si par exemple la règle, c'est que tous les samedis, on range sa chambre, je dis n'importe quoi, que se passe-t-il si samedi, je n'ai pas rangé ma chambre? Parce qu'en fait, le vrai problème de l'autorité, il est là. C'est qu'on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Et puis d'un seul coup, quand nous, notre émotionnel, il déborde, on explose. Et là, on fait preuve d'une autorité écrasante, dominatrice. Et l'enfant construit cette vision de l'autorité. Ah bah l'autorité, c'est quelqu'un qui veut avoir raison. Ah bah l'autorité, c'est quelqu'un qui me crie dessus. Ah bah l'autorité, c'est quelqu'un qui m'oblige à. Et c'est le schéma que l'on construit. Donc, si on veut éviter que l'enfant construise ce schéma-là, on lui dit, bah, tu vois, là, c'est écrit, il y a un tableau et c'est écrit qu'on doit ranger sa chambre le samedi. Tu étais d'accord avec, c'est signé en dessous. Maman, elle a signé, elle range la buanderie et la chambre le samedi. Papa, il range ça et toi, tu dois ranger ta chambre et c'est pas respecté. Donc, il y a une sanction en face. Alors, je te remercie Et, pour la qualité de ces réponses. Je voudrais terminer par une question qui me paraît vraiment intéressante et qui fera la suite de celle-ci. C'est la notion de surprotection ou du manque d'attention. C'est-à-dire que euh, si on n'est pas trop autoritaire, est-ce que des fois on n'est pas trop protecteur ou est-ce que des fois on manque pas d'attention? Alors encore une fois, comment se retrouver dans une situation à peu près juste pour ceux qui nous écoutent ou pour ceux qui aujourd'hui ont des fois des difficultés à gérer leurs enfants? ok. La situation juste, en fait, elle paraît pour les parents toujours juste. C'est-à-dire que les parents, les comportements qu'ils adoptent avec leurs enfants, ils les trouvent toujours justes. Ce qui les dérange, c'est le résultat qu'ils obtiennent derrière, qui n'est pas à l'image de ce qu'ils attendaient. Mais en vérité, toujours, ils trouvent que ce qu'ils font, c'est OK. Et quand à un moment donné, on leur explique que s'ils changent de comportement, donc s'ils changent de stratégie, ils vont changer le résultat, ça bouscule beaucoup les parents. Donc peut-être que certains qui nous écoutent aujourd'hui se disent ah bah oui, moi mon enfant, je lui laisse faire ce qu'il veut, il joue comme il veut et tout ça. Et quand c'est le moment de venir manger, il vient jamais. Donc je lui crie dessus. Point. Et puis après, quand l'enfant il s'en va en classe découverte avec la maîtresse, on veut absolument avoir des nouvelles de l'enfant tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs.
alors que tous les soirs, nous, quand on rentre du travail, on le laisse jouer dans la chambre jusqu'au moment du repas. Donc, en fait, le lien entre attention à l'enfant ou peu d'attention, entre surprotection et autorité, il est inhérent à chaque personne. On peut être on peut dispenser une autorité menaçante et écrasante sur l'enfant et être dans un comportement très surprotecteur. Parce qu'en fait, comme on sera dans des états émotionnels comme ça, en haut, en bas, eh bien, quand on explose et qu'on n'en peut plus, on va développer notre autorité qui va envahir tout le monde, qui va dominer tout le monde. Et puis, quand on est dans un moment où on est calme, donc tout en bas, eh bien là, on va surprotéger, on va suraccompagner, on va être surattentionné. Et ces dichotomies-là et ce différentiel énorme, il est très perturbant pour l'enfant qui ne comprend pas à quoi s'attendre. Donc, il ne sait pas l'enfant. Peut-être on va rentrer dans une grosse colère d'un seul coup, ou peut-être on va être très calme et on va venir le voir dans sa chambre. Viens, je joue au Lego avec toi. Viens, je fais ça avec toi. Viens me montrer tes devoirs. Et puis, à d'autres moments, comme on va être très en colère, tout ça, on s'en fiche complètement. En tout cas, c'est comme ça que peut l'interpréter l'enfant. Ce qu'on peut rajouter également, c'est que entre la partie de surprotection, je dirais de surprotection négative ou de victimisation, parce qu'on renvoie l'enfant dans des choses qu'il n'a pas envie d'entendre, une des bonnes solutions, c'est quand même de s'interroger sur de quoi l'enfant a besoin et surtout de le responsabiliser, c'est-à-dire de lui dire, ben, de ton point de vue, de qu'est-ce que tu devrais faire maintenant pour éviter telle chose ou pour obtenir telle chose. Alors moi, je voudrais vraiment te remercier d'avoir répondu un petit peu à ces points, qui sont des questions qui, évidemment, vont être tout le projet que nous allons aborder dans le programme qui se trouve juste en dessous. Je voudrais juste que tu nous rappelles un petit peu eh bien, où c'est qu'on peut te joindre, si tu as un site internet, si tu as un téléphone, ou si tu as quelque chose ou simplement ton nom, ton prénom, de façon à ce que si des personnes voudraient en savoir plus, eh bien, elles puissent te joindre. Super, merci Pierre de me laisser cet espace. Donc moi, je suis Béatrice Fornari, Forn comme Nathalie Aéry, et on peut me trouver sur tous les réseaux, c'est-à-dire le réseau professionnel LinkedIn. On me trouve aussi sur Facebook, à mon nom, celui que je viens de donner, et sur Facebook, j'ai une page professionnelle qui s'appelle Be Enjoy Attitude, ça fait BA. Et puis, on me trouve aussi, je fais des publications de ce que je fais, de ce que je dispense, voilà, des petites citations, des petites idées sur Instagram. Donc, je suis présente sur tous les réseaux s'il y a des personnes qui désirent me contacter, revenir vers moi ou tout simplement avoir un petit sourire tous les matins avec ce que je publie ici et là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que si vous voulez en savoir plus, si vous voulez connaître aussi ce qu'elle propose dans le cadre de ce qui est présenté dans la page en dessous, eh bien, je vous invite à découvrir cette formation et vous verrez beaucoup de choses sur lesquelles elle répond et vous verrez qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et passionnantes. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 7 experts que j'ai interrogés, que j'ai été rencontré physiquement et avec lesquels j'ai passé un peu plus de 30 minutes pour répondre un petit peu à toutes ces questions qu'on se pose. Alors, on a abordé évidemment tous les problèmes de l'enfance et des questions que nous abordons, mais il y a aussi tous les problèmes liés au stress en entreprise, au stress lié au sport, lié à tout un tas de choses que vous pouvez vivre. Et parfois, bah, comment sortir un peu de ces conflits. On va parler avec des gens qui ont traité des jeunes dans les quartiers. On va parler avec des thérapeutes, des coachs, des formateurs en ressources humaines et des personnes qui ont aussi vécu parfois des situations difficiles. Tout ça est bien sûr dans le programme qui est ci-dessous. Donc, je vous retrouve très prochainement. À très bientôt. Merci. Merci. Situation de stress, de tension, ça peut être dans la famille, mais aussi dans le milieu professionnel. Alors, comme je suis un spécialiste de ça, je reviendrai un petit peu là-dessus.